pouvoir est une affaire de mots, d'espace, de lieu. Qui a le pouvoir de dire, de qualifier, de nommer. Qui désire le pouvoir, un pouvoir, doit conquérir des lieux, des espaces, des mots, des armes. Les misérables sont des sans-voix. Ils ne sont pas même ceux dont on peut entendre les mots. Ils ne sont pas la vox populi, la voix du peuple que l'on pourrait écouter. Prenons un exemple. Monter sur Paris, sur Bruxelles, accéder aux Champs-Élysées, c'est d'abord pouvoir se nommer, comme il y a quelques semaines de cela, convoi de la liberté. Non seulement avoir le droit de se nommer ainsi, mais aussi être reconnu comme porteur légitime de ce nom. Remarquons une chose surtout. Non seulement le préfet de Paris a interdit l'entrée à Paris du convoi le dimanche 13 février, mais c'est le nom même du convoi qui se trouve, sinon interdit, du moins contesté. Sur France Inter, par exemple, une journaliste ne parle pas du convoi de la liberté, mais du convoi autoproclamé convoi de la liberté. Autoproclamé. Sans doute n'est-ce pas faux, mais il ne s'agit pas ici d'objectivité. Il s'agit surtout de dire qu'on ne saurait partager et accepter cette désignation, ce nom, implicitement. La journaliste refuse de reconnaître la légitimité de ce nom, convoi de la liberté. Dire qu'il s'autoproclame convoi de la liberté, c'est dire ici que ce nom n'a de sens que pour lui-même, que cette proclamation ne saurait donc valoir pour tous. Insister sur l'autoproclamation, sur l'auto, le soi-même, c'est refermer le mouvement sur lui-même. Ce n'est pas seulement le territoire qui se trouve alors interdit, c'est aussi la possibilité d'une reconnaissance. Est-on trop misérable pour pouvoir se donner un nom que d'autres, de moins misérables sans doute, pourraient sinon accorder, du moins déjà entendre? Il y a pourtant bien, du côté des misérables, une exigence d'exister, et d'exister autrement que comme misérable. L'acte d'autoproclamation institue un sens commun, un corps politique. Auto est un soi-même qui unifie, qui crée une force commune. Le pluriel devient un. Ce que l'autre rejette alors, c'est l'affirmation d'une unité au-delà de la pluralité. Les misérables ne sauraient sortir par eux-mêmes de la misère particulière qui est la leur, qui les isole non seulement des autres, mais d'un corps social dont ils ne composeraient que les marges, qui surtout les exclut du pouvoir légitime, et d'abord du pouvoir de se nommer soi-même. L'autoproclamation est une prise de parole de ceux à qui on refuse la parole. Mais tout se passe comme si la parole des misérables ne saurait être autonome. Elle devrait recevoir sa loi de l'autre, de celui qui domine, dispose du pouvoir. Du point de vue des dominants, le discours des dominés ne saurait être légitime que s'il est finalement hétéronome, que s'il reçoit sa loi des dominants, des autres. La conquête d'une parole, qui leur soit propre, constitue donc l'un des enjeux de la lutte des dominés, des misérables, pour leur reconnaissance. Mais qui sont ces misérables dont on n'entend pas la voix? Le paradoxe est que ces misérables ne sont pas seulement des sans-voix. Ils sont ceux que l'on nomme misérables. Celui qui éprouve la misère n'est pas en lui-même misérable. C'est pour d'autres qu'il l'est. Le nom même de ce qu'il est lui échappe. Les misérables sont ainsi qualifiés par d'autres, des hommes qui se pensent supérieurs, riches, puissants. Le misérable est pour le puissant un moins que rien, un être négligeable, qui ne compte pas, qui ne saurait compter, qui manque de grandeur morale, qui ne saurait même avoir une existence politique. Le misérable, s'il est bien un homme, serait un homme moindre, quelqu'un qui, parmi la foule des passants dans une gare, n'est rien. Le misérable ne saurait dès lors avoir une existence politique, malgré ses droits proclamés, droits dont on pourrait, d'une formule, nier la légitimité. Qu'un président quelconque veuille ainsi récemment emmerder une partie des citoyens de la démocratie qu'il préside est un symptôme. Qu'il leur refuse, les jugeant irresponsables, le statut de citoyen devrait constituer un scandale démocratique. Emmerder et nier la citoyenneté relèvent d'une même idée. Le misérable, du fait de la misère de ses idées, de ses comportements, de sa vie misérable, dont le puissant se fait juge, n'appartiendrait pas au corps politique légitime. La formule présidentielle a le mérite de la clarté et de la transparence. Emmerder est un terme vulgaire, un terme qui conviendrait donc à une certaine foule, vulgus, foule d'individus qui ne feraient pas partie du peuple. Ce serait un terme que cette foule serait capable de comprendre, car ce serait là le langage de cette foule, son langage, comme, en d'autres temps, le casse-toi pauvre con. Emmerder, à proprement parler, si je puis dire, signifie couvrir, souiller l'autre d'excréments. Bien sûr, la formule présidentielle n'est pas propre, mais figurée. Mais de quel droit pourrait-on faire cela, au propre comme au figuré? Parce que l'autre le mériterait.
Le mot suggère, en une sorte de métonymie, qu'il y aurait entre la matière jetée et l'être qui la reçoit une consubstantialité, une substance commune. Le misérable, lors même qu'il voudrait vivre debout, est d'abord pour celui qui le considère misérable un être de boue, qui se love dans la saleté, les excréments. Sans doute cela peut-il être vrai. Chez Hugo, par exemple, les misérables, ce sont aussi les Thénardier. Ce père Thénardier qui vole les cadavres et les mourants dans la boue de Waterloo, dont l'auberge sordide abrite la pauvre Cosette, plus misérable encore que la famille Thénardier. Les misérables, ce sont les pauvres hommes et femmes de la cour des miracles, dans Notre-Dame de Paris de Hugo, qui vivent dans les bas-fonds de la capitale. Sorte de lumpenprolétariat, dirait Marx. Prolétariat en hailleux, pourrait-on traduire. Ces misérables, Marx en fait précisément une critique sévère. Il faut en effet les distinguer des prolétaires. Au moment même où Hugo écrit Les Misérables, au cœur du XIXe siècle, Marx et Engels soulignent dans le manifeste du Parti communiste à quel point, avec le développement du capitalisme, la société se prolétarise et produit de la misère. Mais avec le prolétariat, naît d'emblée la lutte contre la bourgeoisie. Le prolétariat se constitue en classe, forme une force politique révolutionnaire. Mais des obstacles s'opposent à cette force, dont l'un nous intéresse plus particulièrement, ce que Marx et Engels nomment précisément le lumpenprolétariat. Dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Marx dresse une longue liste des misérables qui composent le lumpenprolétariat parisien. Je cite : « Des roués désargentés, aux moyens d'existence douteux, et à l'origine tout aussi douteuse, des rejetons dépravés et aventureux de la bourgeoisie, des vagabonds, des soldats limogés, des détenus libérés, des forçats évadés des galères, des escrocs, des saltimbanques, des lazzaroni, des pickpockets, des macros, des tenanciers de bordel, des chiffonniers, des rémouleurs, des rétameurs, des mendiants, bref, toute la masse indéterminée, dissolue, ballottée et flottante que les Français appellent la bohème. La liste est hétéroclite. Bourgeois déchus, vagabonds, anciens forçats, hors la loi, petits travailleurs de rue, ces hommes constituent paradoxalement des alliés pour la bourgeoisie. Ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille société, écrivent Marx et Engels dans le manifeste, il peut se trouver çà et là, entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne. Cependant, ces conditions de vie le disposeront plutôt à se vendre à la réaction. Mais pourquoi ces misérables peuvent-ils servir un système qui les détruit, qui les plonge dans la misère ? À cela, deux raisons au moins. Le lumpenprolétariat vit dans des conditions qui réduisent les hommes aux purs besoins naturels. Pour subvenir à ses besoins, il est prêt à tout, à vendre ses services, à se vendre. En temps de révolution, c'est à la bourgeoisie qu'il s'offrira peut-être. Sa véritable misère tient alors, selon Marx, à la disposition d'esprit qui lui est propre. Le lumpenprolétariat, je cite Engels, cette lie d'individus dévoyés de toutes les classes qui établit son quartier général dans les grandes villes est de tous les alliés possibles le pire. Cette racaille est absolument vénale et importune. La misère tout à la fois matérielle et éthique de ces misérables les isole, les réduit à leurs intérêts individuels apparents et les coupe de tout esprit collectif. C'est là la seconde raison qui empêche le lumpenprolétariat de constituer une force révolutionnaire. Par sa place dans la société, il est hors de la sphère productive. Il ne saurait dès lors accéder à la fraternité des hommes et à la conscience de classe des prolétaires. Par cette conscience et cet esprit de fraternité, le prolétaire, quant à lui, n'est pas misérable, malgré des conditions de vie qui peuvent l'être. En revanche, le lumpenprolétariat, dont la misère est matérielle, éthique et politique, ne saurait, aux yeux de Marx, être sauvé. Son esprit l'enferme dans sa condition. Mais dire cela, ne serait-ce pas refuser de voir ce qui conduit le misérable, les misérables, à devenir misérables? Ne serait-ce pas les condamner une seconde fois, après que la société et l'histoire les a déjà condamnés? Marx, dans la longue liste du lumpenprolétariat parisien, nomme, on l'a vu, les vagabonds, les forçats évadés des galères, et l'on songe, évidemment, à Gavroche et Jean Valjean. Serait-ce les condamner une nouvelle fois que d'ignorer leur grandeur morale et peut-être leur potentiel révolutionnaire lorsque l'insurrection gronde? Ces misérables doivent-ils demeurer sans voix, être réduits à l'isolement que leur misère leur impose?
Ne sont-ils qu'une force politique réactionnaire? Leur misère peut certes les y contraindre. Mais qu'en est-il si cette misère acquiert une voix? Qu'en est-il si le pluriel des misérables se métamorphose en l'unité d'un groupe, d'un collectif, d'un peuple peut-être? À ces misérables, Hugo donne une voix que Marx leur refuse. Cette voix consiste à réhabiliter moralement le misérable, à dire la misère dont il souffre, à suggérer l'unité possible des misérables. Hugo affirme ainsi que le misérable n'est nullement misérable. En lui brille une lumière que ses haillons, signe de sa misère, cachent et dévoilent tout à la fois. Ainsi du mendiant, dans les Contemplations, que le poète, un jour de 1834, a peut-être rencontré. Je cite, « Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je lui criai, « Venez vous réchauffer un peu. Comment vous nommez-vous » Il me dit, « Je me nomme le pauvre. » « Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre. » Devant la cheminée, il s'approcha du feu. Son manteau, tout mangé des vers et jadis bleu, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de 1000 trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières, et je regardais, sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations. Des haillons du pauvre luisent des étoiles. Le poète découvre dans le misérable une richesse morale qui perce à travers son vêtement déchiré. Pour voir cette richesse, il faut comprendre que les misérables ne sont jamais responsables, encore moins peut-être coupables de leur sort. Ils sont malgré eux réduits à la misère. Mélancolia, long poème sur la misère du peuple, qui contient le germe du roman Misérable, dit cela. La misère, toujours, s'abat sur les plus faibles, sur les femmes d'abord. Écoutez, une femme au profil décharné, maigre, blême, portant un enfant étonné, est là qui se lamente au milieu de la rue. La foule, pour l'entendre, autour d'elle se rue. Elle accuse quelqu'un, une autre femme, ou bien son mari, ses enfants ont faim, elle n'a rien. Pas d'argent, pas de pain, à peine un lit de paille. L'homme est au cabaret pendant qu'elle travaille, elle pleure et s'en va. Quand ce spectre a passé, qu'entendez-vous toujours? Un long éclat de rire. Du misérable, on se moque, on rit. Mais le misérable, surtout, n'est qu'une ombre, un mort-vivant, un vivant déjà mort, un spectre à passer, dit Hugo. Lorsque le peuple est un, les misérables sont pleins, une multitude, mais tel le mendiant, ils sont isolés, seuls. Cette fille, au doux front, a cru peut-être un jour avoir droit au bonheur, à la joie, à l'amour. Mais elle est seule, elle est sans parents, pauvre fille, seule. La misère est aussi privation. Le misérable est sans logis, sans dents, sans domicile, sans état, privé de tout. Le misérable est fait misérable. La fille, future Fantine peut-être, devient inexorablement fille de joie. Elle tousse, elle a froid. Il faut donc qu'elle meure à 17 ans. Grand Dieu, mais que faire? Voilà. Ce qui fait qu'un matin, la douce fille alla, droite au gouffre, et qu'enfin, à présent, ce qui monte à son front, ce n'est plus la pudeur, c'est la honte. Et le peuple sévère, avec sa grande voix, souffle qui courbe un homme et qui brise une femme, lui dit quand elle vient, c'est toi, t'attends, infâme. Le peuple a ses exclus, ses marges, ses misérables. Le tout qu'est le peuple est une totalité partielle, totalité excluante. Il sait sa propre unité fragile. Le un du peuple peut tout à la fois disparaître, peut à tout moment disparaître, éclater en multitude, foule de misérables. Si le peuple se moque des misérables, c'est parce qu'il voit en eux ce qui menace chacun. Son unité, parce qu'elle est souvent fictive, parce qu'elle dépend des pouvoirs de ceux qui la reconnaissent et la font vivre, est toujours contestée. Le peuple est vulnérable, on lui pointe les misérables. Son être social est dépendant du pouvoir des puissants. Le destin de Jean Valjean, premier des misérables, qui pour un pain volé à 26 ans fera 19 ans de bagne, est ici déjà dessiné. Un pauvre a pris un pain pour nourrir sa famille. Regardez cette salle où le peuple fourmille. Ce riche, il vient juger ce pauvre. Écoutez bien, c'est juste, puisque l'un a tout et l'autre rien. Ce juge, ce marchand, fâché de perdre une heure, jette un regard distrait sur cet homme qui pleure, l'envoie au bagne
et part pour sa maison des champs. Plus vulnérable encore, l'enfant est écrasé par le travail, enfermé, exploité. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre, innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Les vieillards, enfin, de tous sont les plus misérables. Tu casses des cailloux, vieillard, sur le chemin. Tu gagnes dans ton jour juste assez de pain noir pour manger le matin et pour jeûner le soir. Frères sombres et pensifs des arbres frissonnants, tu laisses choir tes ans ainsi que leur feuillage. La pauvreté des misérables est abyssale. Marx délaisse cette misère des misérables dont le sort ne saurait être politique. Hugo, quant à lui, voit dans les misérables une force, lorsque dans l'action, l'insurrection sans doute, la révolution peut-être, les misérables sans conscience de classe, pourtant s'unissent, forment un tout, une nouvelle unité. Dans Lumière du couchant, Hugo en exil se souvient ainsi du peuple en fête, celui de la Révolution de juillet 1830, de la Révolution française également, de la prise de la Bastille, de l'union célébrée de la Révolution. Dans l'union célébrée de la Révolution, le peuple est un. Ce ne sont pas des misérables qui forment le peuple. L'unité du peuple, idéalisée par le poète, par son amour du peuple, fait des êtres glorieux. Sans doute, les misérables ne sont-ils pas absolument misérables? Le mendiant, rappelons-le, a des haillons d'étoiles. Il peut y avoir peuple parce que les femmes et les hommes associés dans le mouvement révolutionnaire ne sont pas moralement misérables. On ne peut, en revanche, faire peuple avec une multitude de Thénardier. Mais autre chose se joue là peut-être. C'est aussi parce qu'il y a peuple, multitude unie dans une action commune, que les misérables cessent d'être misérables. Les enfants Thénardier, Éponine, Gavroche, ne sont plus aucunement misérables. L'image idéalisée du peuple interdit en effet de voir les êtres qui le composent comme misérables. Je passais, écrit Hugo, et partout sur le pont, sur le quai, et jusque dans les champs étincelait le rire, haillon d'or que la joie, en bondissant, déchire. Le haillon, qui est le vêtement du misérable, haillon constellation du mendiant, robe déchirée qui habille Cosette enfant ou Éponine sur les barricades, est d'or. La révolution, la révolte a ses parures, ses vêtements qui n'en sont pas, sans culotte, haillons d'or, bonnet rouge, gilet jaune. Cela n'habille pas, mais cela efface la misère et signe l'appartenance au groupe, à l'un, au peuple en lutte, un jour victorieux peut-être. Le peuple des faubourgs, poursuit Hugo, se promenait tranquille. Le soir, je revenais dans toute la ville, les passants, éclatant en strophes, en refrains, ayant leur doux instinct de liberté pour frein, du Louvre au Champ de Mars, de Chaillot à la Grève, fourmillaient. Les grands arbres pensifs des vieux Champs-Élysées, pleins d'astres consentaient à s'emplir de fusées. Et j'allais, et mon cœur chantait. Et les enfants embarrassaient mes pas de leur jeu triomphant, où s'épanouissaient les mères de famille. Le frère avec la sœur, le père avec la fille, causaient. J'entendais près de moi rire les jeunes hommes, et les graves vieillards dire « Je me souviens ». Ô patrie, ô concorde entre les citoyens. La grandiloquence finale dit encore l'unité de cette pluralité, la métamorphose des femmes, des enfants et des vieillards appartenant maintenant au peuple joyeux. La parole du poète est là également pour constituer le mythe, pour unifier, pour faire que de misérables il n'y ait plus. Sans doute, Hugo construit-il une mythologie du peuple idéal. Cette mythologie a ses héros, Jean Valjean, Gavroche, dont la mort, sur les barricades, transforme le misérable en figure idéale, celle dont on se souvient. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez. Et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait, lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait,
Le gamin lui donnait une pichenette. Une balle, pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri, mais il y avait de l'anté dans ce pygmée. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage. Il leva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup et se mit à chanter. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande dame venait de s'envoler.